On repart les amis, donc toujours dans la dématérialisation de ce processus P2P, la nouvelle donne réglementaire. Là, on va voir des éléments supplémentaires. Alors, on retrouve Delphine Nico. Delphine donc, qui était avec nous pour l'introduction. Allez voir ça si vous n'avez pas été la voir. Avocate, cabinetage et spécialiste TVA douane. Et Bruno Laborie. Salut Bruno. Bonjour. Senior directeur Global Alliances de TradeShift. Et avec toi, Bruno, on va voir la couche service finalement, dont tu penses qu'elle peut être ajoutée à l'ensemble de ce processus de dématérialisation. Et ça, c'est tout l'aspect contrainte, opportunité. Oui, c'est une norme qui vous tombe dessus, mais en fait, cette norme est une chance. Voilà. Delphine, on en a dit un mot dans l'introduction. Pourquoi est-ce qu'on en parle à ce point et on met à ce point la pression, sachant que on estime que globalement, il y a 250 000, ce qu'on appelle d'un acronyme effrayant d'ailleurs, enfin ça ne veut rien dire, mais c'est comme ça, 250 000 grosses PME, grandes entreprises, ETI, grosses PME, on est sur 250 000 entreprises, derrière il y en a 3,8 millions, donc il y en a 3 775 000 qui ne sont pas concernés avant 2026 par cette histoire, Delphine. Ce n'est pas tout à fait exact, Stéphane, puisque tu te souviens, cette réforme va entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2024. Ouais. Donc certes, les grosses entreprises vont être obligées d'émettre des factures à compter de cette date et les autres entreprises ne seront pas concernées. En revanche, l'ensemble des entreprises françaises devra être en mesure, à compter du 1er juillet 2024, de recevoir les factures électroniques que les grosses auront émises. Oui, c'est ça. Donc si parmi vos clients, vous avez une grosse entreprise, vous n'avez pas le choix, il ne faut pas attendre 2024, il faut s'y mettre. Alors, juste préciser, parce que ça me fascine ça. Hein. Donc, en fait, la facture électronique est envoyée sur une colossale plateforme nationale. Une plateforme donc, qui existe aujourd'hui pour le B2G, en fait, avec toutes les... Donc pour les achats publics. Pour les achats publics, exactement. Qui va être déclinée, en fait, pour l'ensemble des factures émises par les assujettis en France. Tu avais un chiffre, Bruno. Est-ce que tu l'as en tête, le chiffre ? Il y a un challenge, c'est qu'aujourd'hui, cette plateforme-là, elle est prête pour 54 millions de factures et il faut qu'on passe à 4 milliards. Donc, en fait, il faut que les infrastructures de l'État soient en capacité d'absorber cette augmentation de charges. Cela dit, à chaque fois, alors Delphine, je parle sous ton contrôle, hein, mais tout ce qui est fiscalité, la plateforme Chorus, à chaque fois, en fait, qu'il a fallu dématérialiser des affaires de pognon, ça s'est bien passé pour l'État. Non, c'est vrai, il le fait à la perfection, ça. Hein. Oui, alors on voit quand même qu'il y a eu ce décalage et qui permet effectivement à l'administration... Oui, mais c'est pour nous, ce décalage, c'est pas pour eux aussi. Pas seulement, en fait. Hein. C'est parce que l'administration se rendait bien compte qu'elle-même ne serait pas prête pour la date à laquelle elle souhaitait mettre en place la réforme. D'accord. Alors, l'autre point sur lequel tu veux insister, c'est que, c'est pas une simple histoire de, voilà, je me branche, je télécharge un logiciel et puis emballer, c'est pesé. C'est plus compliqué que ça et c'est pour ça qu'il faut y réfléchir dès maintenant. Alors, tu as raison, Stéphane, il faut aujourd'hui que les entreprises, alors sur le volet fiscal dont je vais parler aujourd'hui, c'est plutôt être sûr qu'aujourd'hui déjà, tout est correctement fait, que le traitement TVA appliqué aux opérations est correct, etc. C'est-à-dire s'assurer en amont qu'on est déjà au point. Ouais. Et ensuite, il y a la partie effectivement technique. Mais déjà aujourd'hui, l'état des lieux de l'existence, savoir si je reçois plutôt des factures papier, des factures PDF, etc. Donc, comprendre mon environnement pour appréhender en fait cette réforme. Et ensuite, il y a certaines choses, effectivement, dans les spécifications externes ou l'ordonnance, que l'on sait déjà et qu'on peut déjà anticiper. Type, nouvelle mention sur facture, ça, il faut que les entreprises puissent d'ores et déjà l'intégrer dans leur système. Elle va changer par rapport, on a déjà les nouvelles mentions de la loi LME, c'est ça ? Alors, les nouvelles mentions, typiquement, ça va être le numéro sirène du client, ce qui n'est pas une obligation aujourd'hui. La typologie, en fait, de l'opération, bien versus service, voire même, et ça, c'est pas encore dans les textes, mais c'est dans les réflexions de l'administration, le pays d'arrivée lorsqu'on parle de livraison de biens. Mais même quand on est en... alors, par exemple, on me rit au nez quand je dis non, c'est pas évident. Le numéro de TVA intracommunautaire, par exemple, pour des indépendants, des tout petites entreprises, il n'est pas tout à fait sûr qu'il soit indiqué sur les factures et même que ça joue à les chercher. Ça fait déjà partie des éléments obligatoires de la facture. Voilà, c'est ça. Ça fait déjà partie des éléments. C'est pour ça que je te disais, dans l'état des lieux de l'existence, c'est déjà s'assurer qu'on est au point sur toutes les mentions déjà obligatoires, voire anticiper celles qui le seront demain.
Pas de temps à perdre. Hein. Pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Non, parce qu'il y en a déjà 26 qui sont obligatoires. Et aujourd'hui, qui fait le Quoi, contrôle? des mentions sur les factures? Une facture, oui. Qui fait aujourd'hui le contrôle sur ces 26-là? Mais Bruno, moi je fais des factures, je mets pas 26 trucs sur les factures. Il y a celui qui émet, il y a oui. celui qui reçoit, qui devrait vérifier en théorie, quand il lit sa facture, qu'il y a bien l'ensemble de ces informations-là. Donc c'est là où la digitalisation en fait, va permettre aussi d'être plus rapide, en tout cas d'être plus efficient sur ce traitement-là, parce qu'on va pouvoir, entre guillemets, dire si c'est blanc ou noir. Tout de suite, quand une plateforme va recevoir une facture, elle va pouvoir, pour le compte de l'émetteur comme pour le compte de récepteur, dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Juste encore un mot, Delphine. Il y a donc la grande plateforme de l'État là, qui va s'appeler. Alors, je ne crois pas qu'elle va s'appeler Chorus en fait. Je pense qu'il cherche un autre nom justement pour que on différencie toujours les achats publics et le reste. La grande plateforme des factures. Et puis il y aura quand même, je ne sais pas si TradeShift en fera partie d'ailleurs, Bruno, des tiers de confiance. Les plateformes certifiées, absolument. Voilà, c'est ça. Donc on pourra envoyer la facture à un tiers de confiance. On pourra l'envoyer à cette plateforme qui se chargera, elle, de transmettre sur cette plateforme publique. Et également, si l'acquéreur a lui-même une plateforme de dématérialisation, cette première plateforme pourra transmettre également à cette autre plateforme. Et c'est le but de l'annuaire qui va être mis en place par l'administration. Et TradeShift sera... TradeShift est dans les starting blocks pour être plateforme de confiance. Pour être plateforme de confiance, il y a un processus qui est en train d'être mis en place par l'État avec une accréditation pendant 3 ans, avec un renouvellement, ainsi de suite. Et donc oui, après, effectivement, on attend encore les ordonnances, on attend encore un certain nombre de détails à venir pour être prêt pour cette échéance-là, pour accompagner l'ensemble des fournisseurs et l'ensemble des clients. Ça te semble maîtrisé comme processus, Bruno, de ce que tu vois de ta fenêtre? C'est intéressant. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau quand on regarde là le côté français, mais si on prend d'autres exemples comme l'Italie, ça s'est fait. Si on prend cet annuaire général, il existe ce qu'on appelle PayPal au niveau européen. Donc il y a des morceaux qui existent déjà, qui peuvent être repris pour ce que l'État français souhaite faire. Oui, mais Delphine insiste sur le fait qu'on fait, nous, fromage et dessert. C'est-à-dire, on fait la dématérialisation de la facture comme les Italiens, et on fait, c'est quoi l'autre? À l'espagnol ou à la mexicaine. On fait aussi le e-reporting. Voilà, le e-reporting. Mais ça, effectivement, ce sera une transmission, alors via une plateforme ou pas, mais seulement vers l'administration fiscale, et il n'y aura pas de transmission vers une deuxième plateforme. C'est la différence. Couche de service, alors Bruno, couche de service, parce qu'il y a plusieurs choses. Dans ce qu'a écrit l'État dans les premiers documents, ils veulent des données qui sont en tête, pied de page, assez simples. Ils ne descendent pas encore au détail, par exemple, de la ligne article. Or, n'importe quel grand groupe, aujourd'hui, quand il a besoin de traiter sa facture dans son service comptable, il va avoir besoin de l'entête, du pied de page, de l'ensemble des lignes, parce que besoin de rapprochement, facture, commande, si je rentre un peu dans le détail. Tout à fait. Et donc, c'est là où les plateformes telles que nôtres ont quelque chose à jouer, parce que, certes, on peut recevoir le flux complet de factures, transmettre ce qu'il faut transmettre à l'État, mais transmettre la totalité au département comptable d'un FH, d'un Sodexo, ainsi de suite, pour le traitement métier derrière. Et donc ça, c'est un premier niveau de service, c'est s'assurer de la conformité légale pour le compte de l'émetteur et du récepteur, transmettre à l'État. Et une fois qu'on a fait ça, on a créé ce lien digital entre l'entreprise et son fournisseur, et on peut continuer à offrir d'autres services à valeur ajoutée. D'abord, la visibilité sur les délais de paiement, parce que ça, c'est un autre élément du e-reporting. Mais oui. Quand est-ce qu'effectivement, il va falloir que le donneur d'ordre remonte ces informations de délai de paiement pour que ce soit visible depuis pour le fournisseur et donc après pour l'État. Donc là, il y a un autre enjeu pour l'État autour de... On le dit, je crois qu'on le disait, c'est en introduction qu'on le disait que c'est 3-4 jours gagnés sur les délais de paiement, estime l'État. C'est ça, avec cette dématérialisation, c'est important. Oui, efficience plus délai de paiement, c'est entre 4 et 5 milliards d'euros par an de gagnés pour les entreprises. Oui, en termes de trésorerie, tu veux dire. Voilà, mais moi, je pense plus aux amendes des GCCRF, quoi. Voilà. Mais ça doit être aussi à 4 ou 5 milliards, peut-être. Non, on n'en est pas là quand même, quand on arrive à ces niveaux-là. OK, donc couche de service là-dessus. Couche de service, lien digital, et puis après, effectivement, de pouvoir faire d'autres processus, parce que là, on parle de la facture fournisseur qui devient effectivement une contrainte, mais aujourd'hui, quand on est avec nos fournisseurs, on vient aussi parler supply chain, on vient aussi parler commande, on vient aussi parler d'autres éléments. Et une fois qu'on a créé ce lien digital, pourquoi pas digitaliser tout le reste de la collaboration avec ses fournisseurs? Oui, voilà, c'est ça. Et de ce fait-là, oui, on peut. On parlait aussi effectivement du challenge sur la partie numéro de SIRET, numéro de TVA Intracom. Il y a toute une problématique sur, aujourd'hui, une donnée fournisseur, elle se périme très très vite.
Donc, qu'est-ce qu'un fournisseur? Quand il va pouvoir changer de banque, il va changer d'adresse sur les tirettes, transmettre automatiquement cela à son donneur d'ordre. Et inversement, le donneur d'ordre, s'il change, il peut aussi informer directement l'ensemble de ses fournisseurs de façon digitale. Alors qu'aujourd'hui, ça se fait par email, ça se fait oui, c'est par ça. courrier. Et donc là, la gestion des fournisseurs, en fait, coûte cher aux entreprises. Et la digitalisation obligatoire va évidemment réduire ces coûts. Va réduire ces coûts-là, va permettre de gérer ses risques fournisseurs aussi. Parce que peut-être identifier effectivement tel fournisseur qui deviendrait à risque parce qu'il est dans une situation géographique qui fait que... Et ça, tu vas le voir dans la facture, ça? Non, mais on va récupérer beaucoup plus d'informations parce qu'on va savoir d'où vient le bien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les mentions, le pays d'origine. On sait où il va. Et donc, quel que soit le vendeur, tu auras le pays d'origine qui sera spécifié. Ça commence à venir, mais... En tout cas, ce qui est discuté aujourd'hui, c'est plutôt l'adresse de livraison des biens. Le pays d'origine, c'est plus un must-have, quelque chose qu'il faudrait avoir, un nice-to-have, qu'un must-have. Mais c'est évident que ça fait partie des mentions qui sont importantes, ne serait-ce que pour comprendre le traitement TVA qu'on applique à l'opération. Et puis il est dans la bataille du Made in France, là. Le gouvernement, puis quel que soit le gouvernement qui suivra, qui succédera, il sera dans la bataille du Made in France. Et puis on nous dit que c'est une demande des clients finaux en ce qui concerne le B2C. Donc effectivement, c'est quelque chose de très intéressant si ça peut être... ça va redescendre du consommateur que nous sommes vers toute la chaîne. Dernier point, tu parles d'effet de réseau sur... mais là, c'est la plateforme TradeShift qui offre ça. Mais quel est le lien entre la dématérialisation de la facture et l'effet de réseau qu'il peut y avoir On l'évoquait, il va y avoir un effet de réseau des réseaux avec cet annuaire qui va être imposé par l'État. Et donc, quelque part, un fournisseur va pouvoir être connecté à une plateforme telle que TradeShift. Un annuaire général de tous les fournisseurs français. Pour permettre, en fait, cette bonne transmission entre plateformes. On peut prendre l'analogie de ce qui s'est passé avec nos téléphones portables. Parce qu'en fait, on a bien eu le roaming. Et c'est bien la même analogie du roaming qui va devoir se passer, c'est qu'en fait... Là, tu m'as perdu, là, Bruno. Comment ça? Dans une logique de réseau, j'ai un fournisseur qui va faire le choix d'une plateforme, d'accord, qui va devoir envoyer sa facture à son donneur d'ordre. Et potentiellement, il va pouvoir passer par sa plateforme qui émet et envoyer à une autre plateforme qui a été choisie par le donneur d'ordre pour recevoir. Et donc, il faut à un moment faire un peu un... Il faut réconcilier tout ça. Il faut réconcilier tout ça, il faut faire un annuaire. D'où le grand annuaire des fournisseurs. D'accord. Donc voilà, sur cette mais il sera par catégorie, en tout cas, tu pourras justement aller regarder dedans tout à fait. Et par catégorie essayer de voir. Et tu sauras qui travaille avec qui aussi? Non, je pense pas. Non, quand même pas. Ça devient compliqué. Mais il y a un enjeu d'interopérabilité en fait des plateformes. Alors effectivement, des plateformes comme TradeShift après vont pouvoir, parce qu'on est connecté à la plateforme TradeShift et que le donneur d'ordre va offrir gratuitement à ses fournisseurs le fait de pouvoir lui envoyer ses factures, là il y a un enjeu aussi économique associé à ça. Le fournisseur qui va être connecté, il va pouvoir avoir d'autres clients TradeShift, il va pouvoir leur envoyer des factures, il va pouvoir d'autres clients d'autres sociétés avec qui il n'est pas cliente, et il va pouvoir aussi les adresser potentiellement, vendre ses biens et ses services. Donc c'est ça aussi l'effet réseau. On est dans un rapport end-to-end, ou en tout cas end-to-end, par rapport à des portails plus classiques. Non, mais Delphine, je pense furieusement à la retenue à la source. C'est-à-dire, la retenue à la source, on s'est dit oh, mais quelle catastrophe, ça va jamais marcher. On a fait des heures et des heures de programme pour dire combien c'était, mais n'importe quoi, c'est pas le moment, etc. À l'arrivée, c'est formidable, on est tous d'accord. Voilà. Mais il y a quand même eu aussi un petit délai dans le calendrier, si je me souviens bien, pour la retenue à la source. Oui, mais on est d'accord, on est sur le temps de se préparer. La même perception qu'on peut avoir et que peuvent avoir, alors pas les grandes entreprises qui nous regardent là, mais en tout cas les entrepreneurs, d'une espèce de contrainte, alors qu'en fait, ça va tous nous faciliter la vie. Ça a quand même un but de simplification. Ouais. Merci, Bruno, merci Delphine. Merci. Vous continuez évidemment à nous regarder et à aller regarder l'ensemble des thématiques qui sont à votre disposition à l'occasion de cette session de Future of Finance.